Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot. Cette semaine, épisode spécial. On ne fera pas un parcours d'entrepreneur. En fait, cette semaine, on prend le pouls du milieu de la géomatique en 2022 et en 2023. Mais tout d'abord, Jonathan, est-ce qu'on a des commanditaires cette semaine? Oui, nos fidèles commanditaires, comme d'habitude, nos partenaires, ABTech, pour tout ce qui est services en géomatique, arpentage, produits également d'arpentage, tout ce qui est les gammes de l'ECA, Station Totale, Scanner. C'est l'expertise dans la région de Montréal, mais aussi en Ontario maintenant, au Nouveau-Brunswick, et également Solutions logicielles, donc ABTech. Et aussi Luc Vaillancourt, notre apôtre de la géomatique au Québec. Donc le groupe Balise, merci pour le partenariat. Donc, comme de fait. Et en fait, cette semaine, on reçoit Luc Vaillancourt de chez Balise. Salut Luc! Bonjour tout le monde. Salut, merci, merci pour l'introduction. Apôtre, je dirais plus... J'aime mieux quand tu dis évangéliste. Mais les deux, c'est religieux. Ouais, mais un apôtre, ça suit. Je suis pas beaucoup. Tu leads. Exact. Et c'est pour ça qu'on t'a invité au podcast cette semaine. Exact. Donc, en fait, on va commencer par notre cheers traditionnel. Oui. Santé. Merci Santé. pour l'invitation. Plaisir. Puis on est dans un moment festif aussi. En plus du moment, Exact. il y a la période. C'est les fêtes bientôt, donc on s'en donne à cœur joie. Je pense qu'il y a un incontournable dans le milieu de la géomatique. En fait, Balise, c'est une organisation qui vise à suivre le domaine de la géomatique au Québec et internationalement. Qu'est-ce que c'est Balise? Oui, ouais, en fait par la force des choses, j'en ai fait une spécialité. On a déjà eu un épisode ensemble où j'ai parlé en long de mon parcours. Alors que j'étais géographe à l'Université Laval, j'ai fondé Corem en 93 avec Sébastien Vachon à l'époque. J'ai vendu mes parts et j'ai quitté Corem en 2005. Et j'ai fondé Balise, là, qui s'écrit B-A-L-I-Z, mais qui veut dire balise, un beacon ou une bouée en navigation. En fait, c'est beaucoup de la consultation. J'offrais mes services conseils dès 2006-2007 dans l'industrie de la géomatique, du géospatial. Et après 6 mois, 1 an, j'ai aussi lancé Balise Média, qui était un magazine web, qui était une revue de l'actualité et des nouvelles et des tendances en géomatique. Donc, je te dirais qu'en 2007 et 2012, Balise Média a été très actif et c'est là où, quelque part, je me positionnais comme un analyste de l'industrie, comme un observateur privilégié de l'industrie. Tout le monde observe l'industrie, tout le monde connaît sa part de l'industrie. Moi, je crois que j'en connais beaucoup par le cumul de mon expérience entrepreneuriale chez Corem. J'ai beaucoup appris de mes propres clients tout le long de ma carrière. Mais en faisant ce journalisme-là, ça m'a beaucoup appris aussi. Ça n'a pas été une expérience payante là, de Balise Média. Donc, dans les médias traditionnels, nichés, francophones, ça n'a pas été un succès. J'avais 2 employés à temps plein, donc le modèle d'affaires n'était pas très bon. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il n'y a pas d'argent à faire dans les médias en géomatique? C'était mon segue pour vous dire c'est pourquoi. Dès le début, les gars, ce que je vous ai dit, c'est lâchez pas. Fatiguez-vous pas trop avec ça. Under promise, over deliver. Maintenez le rythme. C'est plus important d'être moins souvent stable que se fatiguer à le faire trop souvent. Puis moi, je vous appuie là, dans tous les sens du terme. Je sais que vous le savez, puis vous me remerciez toujours. C'est pas ça que je dis, mais vous jouez un rôle important dans l'écosystème du géospatial au Québec, puis dans la francophonie aussi. Je parlais à Julien Moura de Géotribu là, cette semaine, puis on a parlé de vous. On va trouver des façons de faire des collaborations. Julien Moura, qui aux 2 semaines fait une revue de presse très popcorn en petites brèves d'informations. C'est vraiment quelque chose à lire. Extrêmement brillant, le gars, puis il admire ce que vous faites.
Donc, Et c'est réciproque. C'est réciproque. On a parlé avec eux, d'ailleurs. Ouais. Mais comment est l'état, justement, des médias puis de véhiculer l'information de la géomatique en général dans le monde? Il y a Françoise de Blomac, qui est une légende en France ou une institution, puis je la salue, Françoise, on s'est vu en septembre au GeoData-Days, qui avait lancé Sigle à lettre, qui a été là une dizaine d'années au plus, qui a changé de nom pour Décryptage Géo, en voulant dire décortiquer l'actualité ou ce qui se passe en géo. Ouais. Décryptage Géo est un magazine qui est en train de changer de modèle, donc elle passe en gratuité, mais elle va faire moins de dossiers de fond. Par contre, Décryptage Géo est le co-organisateur des GeoData Days, qui est un gros événement géomatique à toutes les années en France, avec l'AFI Géo. Donc, Décryptage Géo, Françoise de Blomac et l'AFI Géo, ce duo-là nous offre à chaque année un super événement. Moi, c'est sûr que j'y retourne l'année prochaine en septembre. Donc, bravo à nos amis français. GéoTribu est un bel exemple là, de revue de presse. Ils ont des très forts forums, GéoRéseau. C'est un incroyable monde de forums et de channels de discussion. Donc, les Français, je vous dirais, sont très organisés, là, toute proportion gardée. Ils ont quand même 7 ou 8 fois notre population, mais le réseau français est agréable, est organisé, très mature. Eux, ça fait longtemps qu'ils se sont chicanés, qu'ils ont pensé à d'autres choses avec l'open source, l'open data. Là, ils sont beaucoup dans la gouvernance, la collaboration, faire travailler les collectivités. Moi, j'ai des clients institutionnels et gouvernementaux, puis on travaille ensemble à améliorer ce genre de choses-là. Donc, je reviens un peu sur ce que fait Balise. Après la pas super payante expérience Balise Média, mais la très enrichissante. Donc, je vous confirme que ce que vous faites, c'est important, puis j'espère que vous apprenez, puis nous, on apprend sur vous aussi. Donc, vous êtes devenus des mascottes ou des gens soit des. Non mais t'es définitivement le gros douceur du Québec en géomatique. Vous vous rendez peut-être pas compte du poids sympathie ou des airs lousses commerciales que vous avez. Donc Airlous à la maison moins. Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit Airlous commercial. Moi, je gruge là-dessus. Lâchez pas, je vous le dis. Ouais. Donc, Balise, c'est du service conseil tant pour l'offre que la demande. Puis moi, je vois tout en tant que l'offre et la demande, et je devrais dire, je vois tout comme étant la demande répondue par une offre, et pas l'inverse. Okay. Mais tout ça pour dire que je travaille avec l'institutionnel, le Centre de géomatique du Québec, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, MRNF, qui a changé de nom dernièrement. Mm-hmm. J'ai eu un mandat très techno, très structurant, très le fun avec l'Ordre des arpenteurs géomètres. Donc, d'un point de vue institutionnel, je regarde ce qui se passe du côté de l'écosystème, puis de l'information géographique, des métiers, de la gouvernance. Et l'autre clientèle, c'est la clientèle d'entreprise en géomatique. J'ai des clients de 1 à 40 employés. Sans les nommer, 60 ou 62% de vos invités sont mes clients. Ou ont été mes clients, mais on a toujours eu des bonnes expériences. Il y en a quelques-uns qui ont osé le dire ou qui ont eu l'occasion de le dire. Là, je salue François de Consortec. mais plein d'autres. Puis ce que j'aime en parlant à ces entrepreneurs-là, c'est que on partage une expérience, parce que moi, j'ai pas juste fait des bons coups. J'ai fait de l'argent en géomatique, mais j'en ai aussi perdu ou brûlé. Puis je crois que ça me donne un peu le droit de parler à des entrepreneurs de bons puis de mauvais coups, parce que j'ai pas fait juste des bons puis j'ai pas fait juste des mauvais. Mais ce que je veux dire, c'est que si je peux les aider à se prévoir d'avance ce qui va leur arriver inévitablement, ou mieux l'éviter, tant mieux. Mais souvent, en annonçant des choses, puis quand ça arrive, les gens peuvent être plus préparés. Ça peut être lors de grosses rondes de financement, ça peut être lors d'un changement de branding, marketing, ça peut être lors d'un spin-off d'un produit ou d'une compagnie. C'est que je suis beaucoup dans les affaires, beaucoup plus que dans le géo. J'ai fait une présentation au GASD il y a 2 semaines à l'Université de Montréal. Là, c'était le lancement du Congrès des géographes du Québec, puis le RGQ. Mais la journée de GASD, j'ai fait une présentation sur ce que c'est d'être géographe vers géomaticien. Puis il y a plusieurs sujets que j'ai abordés. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler lors de notre conversation. Donc, Balise, c'est du conseil stratégique
autour des affaires du géospatial, beaucoup plus que dans le géospatial. Ben, puis c'est un peu dans ce rôle-là qu'on t'a invité aujourd'hui. C'était... tu sais, je pense que tu es un observateur privilégié du monde de la géomatique au Québec. Puis... tu connais tout le monde. Tu connaissais, exact. Puis, tu sais, ce qu'on se disait, c'est... Hey, ça fait 1 an qu'on roule le podcast. Yes! Cheers! On va prendre un petit beau mot après ça, après ta question. Oh. Puis, en fait, ce qu'on se disait, c'est... Nous, on a reçu plusieurs invités. Vous allez, tu sais, aller voir les anciens épisodes. On vous a exposé un peu les gens actifs dans le domaine de la géomatique. Mais ça ressemble à quoi, le domaine de la géomatique en 2022 au Québec? Puis ça ressemble à quoi, le domaine de la géomatique à l'international en général? C'est quoi les marchés, c'est quoi les segments de marché qui fonctionnent? C'est qui les joueurs? Comment... Beaucoup de questions. Oui, c'est super intéressant. Puis ceux qui me connaissent bien savent que là j'aurais besoin d'un crayon, d'une feuille, d'un tableau blanc et ou PowerPoint. L'inside joke, c'est que moi, tout ce que je fais, c'est fully integrated in PowerPoint. J'ai des slide decks de 200-300 slides pour expliquer n'importe quel concept, du cloud computing au service de contenu, au service web fonctionnel, mais aussi à des découpes de marché entre l'information géographique de base, l'information géographique thématique, l'information géographique à valeur ajoutée, puis les niveaux de transformation de cette information-là. On passe de la donnée brute à des services web, mais dans les services web, il y a des catégories de contenu pour de la visualisation et ou fonctionnel pour obtenir des réponses, un géocodage, une route, une altitude. Donc, c'est une question qu'on pose et non pas une réponse visuelle. Donc, je montre que les niveaux de transformation de l'information vers des cartes, des rapports, des dashboards, des applications, c'est du manufacturing. Il y a de plus en plus de travail. Puis pourquoi je parle de cette matrice-là, c'est qu'ensuite, on parle des personas. Qui doit profiter du résultat ou qui doit utiliser la matière, ce que tu vends. Il y a 2 catégories. Il y a les fabricants ou les développeurs qui soient à grande tendance TI, donc un développeur TI qui a des penchants géo, ou un géomaticien qui a tellement tout fait en géomatique qu'il est en train d'explorer la programmation, donc un développeur géo ou un développeur TI qui s'intéresse à la géo. Lui, il veut des services web et des API. Quand il veut des données, il a ses raisons, mais il est supposé être assez mature pour ne pas vouloir une copie des données. Il est supposé comprendre les avantages des services web et des API. Tandis que le géomaticien, il connaît les services web, mais il a un bon vieux réflexe de tout vouloir télécharger. Tout est sous son disque dur, puis il fait ses cartes, puis... Ça fait que donc, la donnée brute, Données Québec, où on va télécharger des données, c'est très JS People, c'est pas encore assez développeur. Ouais. Ça, c'est le genre de choses que je peux dire ou véhiculer comme message à mes clients. Puis un portail, ça doit pas promouvoir que ce qui est gratuit. Imagine si Apple avait un App Store de gratuit, puis une autre adresse pour un App Store de payant. Le gratuit doit côtoyer le payant. Parce que quand tu lis sur le gratuit, tu es peut-être assez stimulé pour savoir qu'il y a une version payante ou de luxe, puis ta découverte, elle est faite. En fait, l'effort de convaincre quelqu'un y est fait. Donc, les vrais portails d'informations géographiques ou autres devraient mixer le gratuit puis le payant, puis ça, c'est des réflexes plateformes. La monétisation des données, des services web, c'est un beau sujet dont j'aborde souvent avec mes clients qui ont une stratégie numérique et qui doivent évoluer. Là, je me rends compte que je ne réponds pas à tes questions, mais ce que je veux dire, puis j'ai entendu Nicolas dire, Luc Vaillancourt va dire c'est le jour de la marmotte, mais pour moi, dans beaucoup d'aspects, c'est le jour de la marmotte. Pas dans les librairies technologiques, pas dans les fondements technologiques où est-ce que le 3D est de plus en plus accessible, les nuages de points, l'imagerie et les automates ou les chaînes de traitement ou l'intelligence artificielle qui retournent dans l'imagerie, y donner une volée et sortir les piscines, les forêts, les toits. Ça, c'est rendu le fun. Donc, ça nous donne plus de données, moins de offshoring, plus d'automatisation. Mais je suis même pas sûr que les usagers sont plus matures qu'avant à en prendre plus.
pour moi, des données, c'est de la nourriture, puis j'ai pas vu une grande maturité chez la clientèle en général à savoir manger plus ou manger mieux. Là, il y a des gens qui vont dire hey, t'es insultant, nous, on a des data scientists, on fait ci, on fait ça. C'est vrai. Donc, dans la vie, il y a des pyramides dans tout. Dans une équipe de soccer, dans une société, au camping, c'est Tidjo qui gère tout. Il y a des pyramides partout. Et dans le monde des entreprises, souvent, au sommet de la pyramide, tu as les compagnies d'assurance qui sont très data savvy, qui sont très sophistiqués, qui ont des actuaires qui calculent des choses. Et eux, ils ont compris que leur data, que ce soit big ou medium, il était important pour leur modèle d'affaires, la tarification, diluer, diminuer le risque. Bon. C'est que ces gens-là peuvent être spatiales et se spatialiser là, de façon corporative, mais c'est pas le cas. C'est le cas de plusieurs autres industries, mais pas tant que ça. J'ai déjà eu un client, un important franchiseur, il y a 10-15 ans, puis j'ai demandé son fichier des franchisés, puis il ne savait pas quel fichier Excel de 138 lignes m'envoyer. Alors que c'est un grand nom là, qui commence par V puis qui finit par on. Là. Puis tout ça pour dire que c'est franchisé V on. Il ne savait pas quel fichier m'envoyer. Ça veut dire qu'on pense qu'un grand nom est organisé en informatique, mais finalement, il ne l'est pas tant que ça. Donc, quand je dis que c'est le jour de la marmotte, ce que je veux dire, humblement, c'est que plus je vieillis, plus je trouve que ce qui compte vraiment, c'est de la gouvernance, c'est de la clarté, c'est de la communication, c'est des règles du jeu. Parce que c'est jamais un problème technologique ou un défi technologique. Mm-hmm. Ce qui fait que les choses n'avancent pas, c'est pas technologique. C'est quelque chose qui a été mal communiqué, mal intégré, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est ça. Vas-y. Moi, je suis d'accord avec ça parce que, encore une fois, ça m'amène un peu à la question parce que, tu sais, il y a beaucoup de géomaticiens que, justement, ils vont vouloir, tu sais, comme s'accaparer un peu tout ce qui est géospatial, quand en fait, il y a du monde qui, peut-être, font mieux que ce géomaticien-là. Mais c'est quoi un géomaticien en 2022? Parce que moi, on en parle souvent, j'ai bien de la misère avec le terme géomatique. Tu sais, je veux dire, il y a des biologistes, il y a des urbanistes qui sont capables de faire du ArcGIS. Est-ce que ça fait... Puis ils en feront probablement même à longueur de journée. Est-ce que c'est des géomaticiens? Mais eux, ils pensent peut-être pas de cette façon-là. Puis justement, ils ont peut-être un esprit de gouvernance, comme tu dis, peut-être plus élevé que quelqu'un qui vraiment, son poste, c'est marqué géomaticien. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, dans le fond, ce que je comprends, c'est que les enjeux qu'on a actuellement, bon, évidemment, tu sais, on est des géomaticiens, on est tous des geeks, on aime ça parler de technologie, puis parler de gouvernance, c'est probablement moins sexy, là. Exact. Ouais. Mais, ou plus. Ben, je veux dire, t'es un entrepreneur, là, Charles. Non, je comprends, mais... Toi, justement, t'en fais de la gouvernance parce que tu sais où mettre un peu les efforts, parce que si tu mets pas les efforts aux bons endroits, mais ça va transparaître dans le compte en banque de la compagnie. Là. Mais ce que tu essaies de nous dire, là, puis là, peut-être que je te prends du champ gauche, puis c'est grosso modo... Le marché, là, actuellement, ce qui le bloque, c'est pas les technos, c'est des enjeux de gouvernance. C'est ça? Oui, enjeux de gouvernance, mais il y a autre chose. Je dis souvent avec les clients, puis il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça. Je dirais, vous pourriez arrêter de faire de la donnée pendant 1 an, là. Puis ta donnée, elle serait vieille d'1 an, dans 1 an. Puis tu prendrais tout ton amour puis ton énergie à faire plus de traitements, plus de mise en marché, des vitrines, des catalogues, des exemples, des preuves de concept. Ce qu'on appelle un portfolio pour des graphistes ou des photographes, tu mettrais de l'effort à te mettre en valeur, puis ce serait plus bénéfique que continuer à accumuler tes cordes de bois. Tes cordes de bois, là, c'est assez, là. Il faut que tu fasses du petit bois, puis des cure-dents, puis il faut que ça serve. Il faut que ce soit vu. C'est que non seulement il y a des problèmes de gouvernance sur les règles d'accès, les priorités, la budgétisation, puis savoir où mettre les efforts, mais souvent, le marketing, le rayonnement, la communication est négligé. Puis quand on n'a pas de rayonnement, pas de marketing, pas de communication, ben
on se réfugie dans une zone de confort qui est le développement. Puis ce qui n'aide pas au Canada, c'est les crédits RSCDE. Hein? Les crédits d'impôt à la recherche et à la recherche expérimentale et développement... Non, recherche scientifique et développement expérimental, c'est très bien. Mais s'il y avait dans une balance le même genre de généreux appui entrepreneurial à la commercialisation, tu aurais des entrepreneurs qui, au lieu d'engager 3 programmeurs parce que 48 ou 72 de son salaire va te rembourser s'il fait un nouveau driver Oracle, tu as engagé une feuille dynamique, comme on vient de voir en marketing, pour mettre en valeur tes acquis avec une subvention, puis des efforts à l'exportation, à la traduction, ça serait beaucoup plus sain. Donc, au lieu d'être des chasseurs-cueilleurs qui se font acheter, on serait nous-mêmes des grands commerçants. Oui, mais est-ce qu'ils vont financer justement en recherche-développement du marketing? Non, en fait, le programme RSCDE, il est très bien pour le développement, mais il y a trop peu d'équivalents dans le front office. Il y a trop peu d'équivalents en marketing et commercialisation. Là, je veux quand même dire qu'il y en a des programmes. La moitié de mes clients payent mes honoraires grâce à des programmes importants, dont le PEX, qui s'appelle maintenant PSCE, Programme de soutien à la commercialisation et l'exportation, puis il y a l'équivalent au fédéral. Par contre, quand tu obtiens ces budgets-là, tu dois dire que c'est pour de l'exportation. C'est que c'est toujours hors Québec si c'est de l'argent québécois, puis c'est toujours hors Canada si c'est de l'argent canadien. Mais dans le fond, tu n'es peut-être même pas rendu à bien vendre chez vous, qu'il faut que tu fasses accroire dans des formulaires que tu vas bien vendre ailleurs. Donc le système est un peu foqué parce qu'il y a une débalance vers la zone de confort de développer peut-être quelque chose qu'on n'a pas besoin. C'est méchant ce que je dis, mais on n'en a peut-être pas besoin. Parce qu'on n'a pas de facilité à engager des commerciaux, comme disent les Français. Des gens en marketing, des gens en vente, des gens en gestion de projet, accès client. Je dis pas qu'il n'y a pas de gestion de projet en production accès client, là, mais j'appelle ça, moi, un front office où tous les gens au service. Puis, il n'y a rien de péjoratif, mais l'analogie, c'est un restaurant. Quand tout ce qui est cuisine et approvisionnement en aliments, c'est le développement, puis tout ce qui est service, buffet, livraison, enseigne, menu du midi, table d'hôte, ça, c'est du marketing. Est-ce que tu penses qu'un restaurant pourrait juste marcher avec une cuisine? Non. Ben c'est ça, il faut mettre de l'amour. 50 cuisines, 50 services et front. Que ce soit de la livraison. Mon analogie est boiteuse, là, mais c'est ça que je veux dire. Donc, penser restaurant en entier. Ouais. J'ai regardé les statistiques parce que je savais que je m'en venais ici. Je l'avais déjà fait à l'époque de MapInfo qui était coté à la bourse, puis toutes les entreprises cotées à la bourse font un rapport annuel avec des détails croustillants sur leurs finances. Donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé les données financières d'Autodesk, de Bentley et de Nearmap. Nearmap, c'est un joueur australien et américain qui fait un peu ce que Xeos fait, mais pour toutes les métropoles, on n'a pas besoin de parler de ça, mais j'ai regardé leur état financier, puis entre 30 et 48 %, ils l'investissent en vente et marketing. Bon. Après ça, j'ai regardé les profits. La marge bénéficiaire en logiciel, en souscription, c'était entre 80 et 98 %. Puis Bentley, qui a annoncé ses services professionnels, faisait 7,5 % de profit. Ah ouais? En gros, c'est pas pour parler de ces compagnies-là, en gros, du service bien géré, avec une grosse équipe et tout ça, tu peux te faire entre 5 et 15-20 % de profit. Dans cet exemple-là, c'était 7. Un logiciel où tu as une clientèle captive, où tu innoves presque plus, puis ils font juste renouveler parce qu'ils sont pris à gorge avec maintenant des modèles de souscription annuelle et non plus du perpetual license, ils font de l'argent comme de l'eau. Mais c'est pas ce chiffre-là que je veux que vous reteniez, c'est entre 30 et 45 % environ de budget marketing. Donc, c'est soit du staff, c'est soit des activités, c'est soit un site web, c'est soit du marketing de contenu. Puis si vous ne savez pas ce que je viens de dire, ben, ça peut être un catalogue portfolio. C'est faire des résumés de vos projets, c'est d'aller interviewer vos clients, c'est de montrer que vous êtes bon puis pertinent puis que vous avez répondu à des problèmes. Parce que ce que vous faites dans votre cachot puis dans votre salle des machines en R&D, on n'est pas encore sûr qu'on en a besoin. C'est intéressant ça, parce que... Ben vraiment. C'est drôle, tu sais, dernièrement, je donnais
je donnais une conférence en data science à des gens qui n'étaient pas du tout en data science. Puis, tu sais, je leur demandais combien ça vaut une donnée. Puis, tu sais, j'arrivais avec la notion de... Genre donnée, en chiffres. Genre, mais une donnée, ça vaut $0 si elle répond à aucune question. Puis surtout, une donnée, ça vaut $0 si t'es pas capable de l'amener à la question à laquelle elle répond. Puis c'est un peu ça que tu nous présentes. Tu sais, une... T'as envie de dire quelque chose. je vais finir mon analogie, mais j'ai l'impression que trop souvent... En fait, un des trucs que je leur disais, un serveur, c'est quoi? Ben, un serveur, c'est là que les données vont pour mourir. Exact. Puis... Tu sais qu'il y a une statistique, puis la citation va être très mauvaise, mais je l'utilisais dans les années 90, début 2000, désolé. Mais on disait que 95% de la donnée, je pense que c'était 98% de la donnée, n'est pas regardée 2 fois. N'est pas regardée une fois. Tous les systèmes, les logs, les stats, ce qu'on ramasse, tu sais, tout ce qui est scanné, c'est même pas regardé une fois, c'est souvent digitalisé pour être storé. C'est que je suis convaincu, moi, que le défi, c'est pas plus de données. Là, vous allez me dire, ben oui, mais ça prend des données de criminalité actuelles. Oui, je comprends l'actuel, là, mais quand même, ce que je veux dire, c'est que vous pourriez slacker sur la donnée, augmenter le volume sur le traitement, puis les insights, c'est un beau mot que Nicolas a sorti, sortir des indices, des astuces, des réponses à des devinettes. Mais pour ça, il faut que tu saches vraiment cruncher. Puis le plus important, c'est la livraison. Puis, en tout respect avec le client à qui j'ai fait une présentation hier, je suis allé chercher une image cartoon d'un supply chain. Il y avait matières premières, fournisseurs, usines, centre de distribution, pharmacie, clients. Ben, j'ai dit la géomatique, c'est exactement ça. Puis ça me fait penser à ce qu'on a appris à l'école aussi. Vous avez déjà entendu parler des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Encore une fois, en tout respect, le secteur primaire, c'est les ressources naturelles, c'est l'agriculture, c'est la foresterie. CRIF, on en a besoin, secteur primaire. Secteur secondaire, transformation, industrialisation, les usines. CRIM, il faut faire des produits, il faut faire des goods. Troisième, c'est... Service. Ouais. Ben, moi, je trouve que la géomatique, c'est exactement la même affaire. Donc, en plus d'avoir sorti cette image du supply chain, j'allais chercher la définition de la géomatique à l'Office de la langue française, le grand dictionnaire terminologique. C'est quoi les 3 mots qu'on retrouve? La géomatique est une science ou une discipline qui assemble ou qui inclut les activités en cartographie, imagerie, tout ça pour, savez-vous, les 3 verbes? L'acquisition, le traitement et la diffusion de l'information géographique. Puis c'est écrit son stockage. Mais son stockage, on s'en fout, là, c'est normal. C'est que j'ai juste sorti 3 boîtes. Acquisition, traitement, diffusion. Mais un qui maîtrise bien, je trouve, ça, les 3, justement, les 3 secteurs, c'est Jacques Arthaud. Absolument. Parce que Jacques Arthaud, il va vraiment... Il valorise la donnée aussi, tu sais. Il va vraiment aller puiser... Il va la transformer, puis après ça, il va bien la diffuser, tu sais. Il y a Street Logic aussi. Je sais pas si vous connaissez Street Logic. Oui. J'aime l'exemple que tu viens de donner parce que c'est très vrai. Ouais. D'ailleurs, sur son site web, tout récemment, ou jusqu'à tout récemment, il y avait un schéma avec le mot acquisition, traitement, puis diffusion. En quelques secondes, ce que Jacques Arthaud a fait, ils ont souligné leur 5e anniversaire cette semaine. J'ai vu passer ça sur LinkedIn. Joyeux anniversaire, Jacques Arthaud. Oui, joyeux anniversaire. Jacques Arthaud a attaqué les 3 couches en même temps. Ouais. C'est comme s'il avait fait 3 tunnels ou 3 buildings en même temps. Non, mais il a mis beaucoup d'efforts dans les 3 couches. Exact, c'était ambitieux. Puis aujourd'hui, je pense que ça paye. Cette maîtrise des 3 couches-là. Donc, assez parlé de Jacques Arthaud pour maintenant. On verra si on parle d'autres choses après. Mais ce que je veux dire, c'est que acquisition, traitement et diffusion, c'est très professeur puis bébé lala, mais dans le supply chain, acquisition, c'est matière première et approvisionnement. C'est la donnée qui s'en vient. Acquisition, ça ne veut pas dire achat. Acquisition, ça veut dire saisie de données, capture de données. Bon. Traitement, ben là, c'est l'usine. Puis là, pour moi,
jouer dans le SQL, dans une base de données, c'est du traitement. Faire de l'analyse spatiale avec un GIS desktop, c'est du traitement. Ce que moi, j'ai pas connu dans mon époque, puis je le regrette, c'est la super beau logiciel FME, Feature Manipulation Engine de Safe Software pour des chaînes ETL de traitement. J'ai eu une business en ETL, mais ça, c'est autre chose. Ça pour dire que c'est très bien l'ETL, c'est du empowerment de géomaticien. Donc, une petite parenthèse, si un géomaticien disait comment je pourrais me rendre pertinent, moderne et incontournable, ben, je dirais deviens un cook, un chef de la donnée en maîtrisant les étapes et le lexicographique qui est offert par une interface comme FME. Puis si tu veux faire une différence dans une organisation, documente tes chaînes parce que soit que tu ne seras pas toujours là ou soit que tu vas dire pourquoi on fait un système de 20 millions, pourquoi on ne prend pas 120 chaînes que j'ai déjà faites et bien documentées. Donc, je crois plus au chapelet puis au bloc Lego qu'au monolithique. Ça, c'est une autre affaire dans des systèmes. Donc, je reviens à acquisition, traitement, diffusion. Puis la diffusion, bon, on le sait, c'est le web mapping. Tu en parles beaucoup. Il y a des gens merveilleux en web mapping. Corem a eu son époque avec Pushensi, qui était un affreux nom, et j'en suis fautif. Après, c'est devenu Corem Mapping Studio, c'était beaucoup mieux. Mais je lance une boutade à Daniel Morissette de MapGears, qui a un pire nom que Pushensi. Sa plateforme s'appelle Et voilà. Et voilà. Parce que... Elle existe encore, cette plateforme? Oui, elle existe encore. Donc, en première position, Pushensi. Publication N sur le net, C pour visualisation. Donc, publication sur le net pour de la visualisation. Mais tout ça pour dire que, et voilà, ça a battu tous les records des noms bizarres. Puis, non, mais l'important, c'est qu'on s'en souvienne. Exact. Mais des fleurs à MapGears, qui est un super beau modèle d'affaires parce que c'est un des rares entreprises au Québec qui sont en B2C ou qui ont des solutions pour les consommateurs. On pourra y revenir au B2B, B2C. Ouais. Donc, la diffusion, c'est le web mapping, c'est des catalogues, c'est la mise en disponibilité, c'est la mise en marché, c'est le rayonnement. Et là, encore une fois, il n'y a pas assez d'efforts et de succès. Puis, je fais un lien avec la France. Bonjour la France. Ils en ont tellement bavé, eux et tout le reste de l'Europe, avec la directive Inspire, dès les années 2007, 8, 9, qu'ils ont obligé à partir de 2011 à cataloguer avec des métadonnées et rendre disponibles des données de base. Il y avait 34 thèmes, 34 touches qui sont venues en 3 phases. Donc, il y avait documentation, disponibilité, service web pour que les X pays, 30 quelques pays d'Europe puissent être interopérables et pouvoir avoir une cartographie. C'est que ça les a forcés à inventorier leurs actifs. Ça les a forcés à nommer, structurer, rendre disponibles. Puis cette maturité-là, puis cet avantage-là qu'ils ont depuis 15 ans, ben ils ne l'ont pas. C'est comme des marathoniens, tu sais, ils sont devenus bons en catalogage et mise en vitrine, ils ont le géoportail, ils ont plein de choses. Il n'y a rien de parfait, là. Je parlais justement à des gens qui pouvaient me confirmer qu'il n'y a rien de parfait, mais je trouve que c'est beau. C'est beau par rapport à des choses qu'on n'a pas encore fait ou bien fait ici. Ça va permettre à une entreprise que vous connaissez, qui était exposée à un rendez-vous géomatique. On a eu un petit épisode vidéo ensemble là, sur ça. Ouais, allez voir ça. IsoGéo de France, qui n'a pas innové incroyablement, je m'excuse, mais là où je leur redonne une fleur, c'est que leur offre est pertinente. Moi, j'aime mieux une offre ordinaire pertinente qu'une offre extraordinaire impertinente. Impertinente, ça veut dire baveuse, je serais mieux de dire non pertinente. Non pertinente. Mais tout ça pour dire que IsoGéo, c'est des spécialistes de métadonnées, de catalogage, de vitrines, de portails, de hubs, parce qu'il faut mettre en valeur le géomaticien qui en a bavé pour faire l'inventaire des bancs de parc, qui en a bavé pour justifier le budget 5 ans après. C'est comment mettre en valeur le travail puis le métier de géomaticien, c'est de faire l'effort avec 1% ou 2% du temps ou de l'énergie, de bien documenter puis mettre en vitrine ce que tu as fait. Quand tu vas aller rencontrer des gens d'un département d'engineering ou autre chose, tu vas leur montrer ton portfolio, c'est-à-dire ton catalogue. Puis là, tu vas commencer à susciter l'intérêt, puis tu vas avoir des projets, puis ils vont dire « Je suis gêné que ça date de 2008, ces données-là. Voici un nouveau budget pour mettre ça à jour. » C'est comme une façon de valoriser. Fait qu'il manque quelqu'un qui valoriserait, dans le fond. Ça manque des marketeurs. Il manque des marketeurs. Il manque des marketeurs. Ou une conscience marketing. Okay. Mais justement, tu sais, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de la France, de ce qui se passe, tu sais, des expositions.
est-ce qu'il manque des médias qui vont justement véhiculer un peu plus ça? Puis comment ça se passe? Parce que on est beaucoup dans notre univers francophone, mais est-ce que tu trouves que dans l'univers anglo-saxon, ça bouge plus? Il y a beaucoup d'expositions là, qui sont de très grande envergure. Oui. Mais la francophonie nous limite ou nous oblige à être ce qu'on est. Puis moi, j'aime beaucoup les événements qu'on fait, le trio en partenariat de la CSG Champlain, de la CSG Montréal puis de la GMQ. Donc, notre événement annuel, il est très bien. Est-ce que j'en voudrais plus? Ou pour mon métier, j'en voudrais plus. Moi, je mangerais de l'événementiel comme ça. Parce que les coulisses du pouvoir ou ce qui se passe dans les salons et tout ça, moi, ça me nourrit. C'est comme aller à la chasse au gros gibier. Mais tout ça pour dire que pour moi, c'est des moments importants où on se rejoint, puis c'est bien fait. On n'a pas de problème là-dessus. Ce qui arrive en anglais, c'est le marché. Hein. Les gens se déplacent. L'année dernière, je suis allé à GeoWeek à Denver, qui est un super gros show en géomatique. Ouais. Mais des 3 verbes, acquisition, traitement, diffusion, c'est un show d'acquisition et d'un peu de traitement. Okay. Mais tu vois, ça, là, c'est vraiment une question que moi, je me pose là, actuellement. Puis j'ai l'impression que tu y réponds un peu là, depuis le début, là, mais tu sais, moi, j'ai une business de diffusion. Puis honnêtement, là, j'ai vraiment l'impression que l'argent est en acquisition, là. Très, très bonne question. mais c'est l'offre et la demande. Les gens ont besoin de plus d'informations pour prendre des décisions. Mais ce qu'ils ne disent pas à leur patron quand ils demandent de l'argent, c'est qu'ils ne prendront pas plus de meilleures décisions que plus d'informations parce qu'ils n'ont toujours eu trop. Mais ils continuent d'en demander. C'est comme réconfortant d'avoir un gros budget d'acquisition. La question, c'est tes systèmes sont-ils assez clever pour vraiment être utilisés en temps réel puis servir? Sûrement que oui, là. Quand tu gères des assets qui valent de l'argent, la petite géomatique qui t'a amené à avoir un système ne coûte rien. Puis ça, c'est un autre... Il y a tellement de portes qu'on pourrait ouvrir, là. C'est épouvantable, puis dans ma tête, ça s'entrechoque. Je parlais à un client... Tu sais, on parle du B2B, là. Moi, j'appelle ça le géo to géo. Donc, une offre géo, à prétention géo, à un récepteur géo, à connaissance ou besoin géo. Quand tu vas dans un show comme la GMQ ou la CSG, c'est géo to géo. C'est-à-dire que tu dis, qu'est-ce que je vais vendre à qui? Dans le fond, c'est plus des potins, on se met à jour, on se tape dans le dos. Il y a peut-être des partenariats qui vont sortir de ça. C'est très géo to géo. Pas HKG, mais le spot est... HKG est là aussi. Oui, mais spot est là. Mais moi, je suis X to géo. C'est-à-dire que maintenant, j'offre autre chose à la communauté de géospatiale. J'offre de la stratégie en commercialisation, en rayonnement, puis en pricing, puis en partenariat ou autre. Puis sais-tu quoi? Le spot est un X to géo. Même si tu es un spot, tu es un podcast en géo, tu es du marketing ou de la visibilité pour un monde géo qui en a de besoin. C'est que tu viens être autre chose pour eux. C'est là où la plupart des compagnies qui verticalisent leur offre, on a parlé de verticalisation récemment, lorsque tu verticalises ton offre, tu as de moins en moins le goût d'aller dans des shows géo. Parce que tu es supposé aller dans des shows verticaux. Exact. Ouais. Mais quand tu vois ton commanditaire ABTech, merci au nom des gars ABTech de supporter le podcast. Merci ABTech. Mais quand tu vois ABTech ou Cancel, qui sont des commerçants d'instrumentation, d'acquisition de données, eux, ils ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Eux, ils veulent continuer à en vendre des tracteurs, des moissonneuses batteuses là, pour ramasser plus de blé que jamais. Oh! C'est un jeu de mots, là. Non, mais pour moi, secteur primaire, acquisition de données, on en ramasse, on en capture, c'est OK. Ben, ils vont exactement où est-ce que leurs clients sont. Exactement. C'est que quand tu dis qu'il y a plus d'argent dans l'acquisition, je te dirais, ben oui, c'est dommage. Puis c'est pour ça que, encore une fois, je nommerai personne, mais c'est pour ça que c'est difficile de faire de la belle argent juste en diffusion. Donc, le sweet spot, il est peut-être au milieu. Hein? Traitement, est un grand chef, est un grand cook de la donnée. Créer de la valeur sur de la donnée existante. Mais si tu crées de la valeur sur de la donnée qui coûte cher, ton produit va coûter cher. Tu comprends-tu? Si tu fais des montres en or, tu te plains que l'or est cher, ben fais pas des montres en or, fais des montres tout court. C'est que dans le fond, ta matière qui coûte cher, si tu fais de la valeur sur de la matière qui coûte cher, ça coûte cher en crise. Ouais, mais t'as vendu plus cher.
Non, mais tu Oui, rajoutes, rajoutes ta plus-value. T'as absolument raison. Puis justement, c'est où est-ce que... C'est comment tu vas la vendre aussi qui va être encore plus incroyable. Mais moi, ce que je trouve, c'est que je trouve qu'on a de la misère à percer les marchés anglo-saxons qui sont super, justement, tu sais, pécuniaires, là, des pécuniers, excuse-moi. Tu sais, je vois Balco qui est allé dans des forums à l'extérieur. Bon, il faudrait que je leur pose la question à eux, comment ça s'est passé. Mais je trouve que on fixe beaucoup sur le marché francophone, mais nos voisins, on a l'Ontario à côté de nous autres, on a les États-Unis à côté de nous autres. C'est quoi qui nous bloque? Tu sais, comme des compagnies, je parle comme Xeos, comme Balco, comme peut-être Jacarto même. Super question. Merci beaucoup. Je la veux, celle-là. Je peux t'apprendre. Et pour toi? Au Québec, quand on part une compagnie, soit que tu as beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour focusser à bâtir un produit. Soit que tu n'as pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de focus pour te lancer en affaires en acceptant des contrats à service professionnel. C'est que tu peux naître une compagnie de service ou tu peux, plus rarement, naître une compagnie de produits. Ce qui arrive, c'est qu'au Québec, le financement est très difficile à assembler et mettre en place pour faire naître des compagnies avec un focus produit. Parce que ça prend une discipline, puis c'est une game très différente d'être une compagnie de produits. Et ce qui se passe naturellement, c'est que les compagnies naissent en étant service, puis c'est tout à fait honorable. Ils travaillent très fort, ils facturent ce qu'ils peuvent facturer, puis leur croissance est organique ou multipliée par le nombre d'employés qui est possible d'engager. Tantôt, je vous ai dit que Bentley rapportait 7,5 % de profit sur ses services professionnels. C'est juste un exemple que de vendre de l'hommerie ou de vendre du temps, c'est des profits qui peuvent être OK, plus qu'un dépanneur, mais pas du 50 % et plus. Ce qui arrive quand tu nais service, c'est que les affaires vont bien et tu te mets à rêver, le rêve américain, tu te mets à rêver d'être produit. Mais tu es né service. Et sans t'en rendre compte, tu as développé des réflexes de survie de dire oui à tout. Mon oncle Marcel veut un site web, tu dis oui. Ton client, il t'énervait que tu aurais donné des baffes, mais il te rappelle avant qu'il ferme son fond de tiroir puis il veut tel projet, tu dis oui. Pourquoi? Parce que tu dois payer ton loyer, tu dois payer tes employés. Puis ce que ça fait, ça, c'est que ça te permet d'avoir une belle business. On pourrait appeler ça quasiment une lifestyle business. Mais tu n'es pas en train d'être dans un projet de malade exponentiel qui peut exploser avec des profits. Mais il est possible de communiquer vers les deux bords. Maude le fait. Tu as vu son spin-off de MVT Solutions, Géosolutions, qui s'appelait Génidrone avant. Super compagnie de service. Puis là, elle a cristallisé une idée modulaire pour un payload de drone type caméra, lidar. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a spinné off puis elle a créé Balco. Parce que c'est très difficile que de produits coexistent dans la même business que service. C'est juste un exemple dans ce cas-là. Xeos, salut Tony. Xeos qui a une histoire incroyable de compagnie de service et de spécialité en photographie aérienne, qui a subi une transformation incroyable en 1 an et demi, encore une fois, bravo, puis qui a viré très produit. Maintenant, je vends des datas, je vends des modèles d'abonnement à mes jumeaux numériques 3D. Bravo, Tony, c'est un super beau virage. Mais ils sont rares, ces virages-là. Oui, mais est-ce que le virage est obligatoire? Si tu veux... Ça dépend de ce que tu veux, de ce que tu rêves. Mais en fait, moi, là, dans ce que tu nous parles là, on dirait... Je pense à des podcasts d'entrepreneuriat. Là, on est en dehors de la géomatique. Là. Mais tu sais, moi, là, ce que j'entends, c'est quand tu es en produit, tu as une courbe exponentielle. Puis, tu sais, tu parles à n'importe quel ange investisseur, là, lui, là, la première chose qu'il regarde, là, c'est hey, ça a-tu un potentiel d'exponentialisation, ce qu'on est en train de faire? Sauf que tu parles à n'importe quel ange investisseur, là, puis ce qu'il va te dire en termes de compagnie, de technologie, il va te dire 1 out of 10. Ben oui. Puis c'est ça l'enjeu.
sais, puis je le sais, moi-même, je suis entrepreneur, là. Est-ce que j'ai le goût de me risquer 1 out of 10? Ou est-ce que je vais y aller safe, je vais faire du service? Non, j'ai pas de potentialité d'exponentialisation parce que je suis dans le service. Mais je vais... Tu sais, en fait, c'est deux logiques différentes, là. Puis je comprends pour un ange investisseur de se dire, hey, moi, là, si je le perds, ce 50 000 $-là, là, je m'en fous. Mais il y en a un de ces 50 000 $-là qui va me rapporter 5 millions. Oui, non, exact. C'est 1 sur 3. 1 sur 10 qui va faire un coup de circuit. 2 ou 3 qui va survivre puis dire beau travail. Puis 6 ou 7 que tu dis ouf, je sais pas comment ils font pour joindre les deux bouts. Exact. Mais quand j'explique les deux chemins, c'était pour répondre à ta question, entre autres, puis on va y revenir parce que c'est trop le fun. Tu dis pourquoi on n'est pas très en Ontario ou aux États-Unis? Mon prochain sujet, c'est de faire une autre comparaison boiteuse. Pour moi, une compagnie de service, c'est comme tirer du 12, puis une compagnie de produits, c'est comme tirer de la 3006. OK, toi, t'aimes la chasse, là. Tu nous parles de chasse un peu. Pour moi, une compagnie de produits, s'il est bien fait, il est cristallisé, il est autoportant, il est self-explanatory, tu peux quasiment l'acheter en ligne, il n'y a pas de frontières. Donc, tu peux aller loin. Okay? Mm-hmm. Mais si tu offres des services, ben, c'est comme un magasin général. Un magasin général, ça vend de tout, puis sa portée géographique est très courte. Quelqu'un qui vend des vélos électriques de 25 000 ou des Porsche, sa portée géographique est très large. Pourquoi son offre est pointue, puis elle est unique? Donc, plus que ton offre est unique et proche d'un produit, plus tu peux viser de l'exportation. Plus tu mérites de faire parler de toi aux États ou ailleurs. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans un show, tu dis pas, ben je vais te mettre un chargé de projet d'impact 6 semaines, puis je vais déplacer des pick-up, puis je vais avoir un per diem. C'est combien en US un déjeuner avec des toasts puis du bacon? Puis là, non, tu veux un produit, c'est que tu exportes des produits. C'est très difficile d'exporter des services. Non seulement c'est difficile d'exporter des services, c'est très difficile de marketer des services. Moi, je dis assez souvent à mes clients, c'est market tes produits, provoque des conversations, puis tu vas vendre tes services en parlant aux clients. Ça sera même pas sur ton site ou ça sera même pas dans ton pitch. Je connais une compagnie qui fait du scan, OK? Elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle a comme pas d'attache géographique. Donc, lui, ce qu'il propose, c'est partout en Amérique du Nord. Puis, tu sais, il y a un marketing qui est quand même assez sur la coche, là. Tu sais, je veux dire, son référencement sur Internet, je veux dire, quand tu tapes, mettons, scan, Toubim, whatever, ben, il va apparaître. Puis tu sais jamais d'où il vient. Puis cette compagnie-là, ce qu'elle fait, c'est que elle se déplace, puis je sais que le gars, il vient d'ici. Il se déplace, il va ailleurs, il va souvent à Miami. Puis il envoie tous les nuages de points au Chili. Puis, au Chili, ben, il fait... Offshoring. Ben, c'est ça, offshoring. Fait que, tu sais, il fait tout le Revit, puis tout le traitement de données, il fait, tu sais, beaucoup moins cher que si, par exemple, c'était de la main-d'œuvre qui était ici. Mais lui, au niveau du service, c'est quelqu'un que je trouve qu'il a quand même bien réussi sa transition à l'international. Je dis pas que c'est pas impossible. Ce que je dis, je veux connaître le nom de ce gars-là à caméra fermée. Il faut le féliciter, ce gars-là, parce que lui, il n'a pas focusé sur les technicalités d'avoir du fun, de faire des choses. Puis on a toujours le droit de techniquement avoir du fun à faire des choses. Lui, il s'est intéressé à l'énergie ou au processus d'achat. Il a analysé le processus d'achat. Je spécule, là. Il a analysé le processus d'achat, puis il a cravaché, harnaché, puis maîtrisé le processus. Puis il a sous-traité les gros morceaux. Ouais. C'est très brillant, en passant. C'est que ce gars-là, c'est un commerçant. C'est un homme d'affaires. Ah, c'est clairement un commerçant. Oui. Donc, on parlait de portée géographique. Plus tes services, moins tu mérites d'aller ailleurs te vanter que tu es bon en service. Parce qu'il y en a d'autres comme toi qui offrent du service. Plus ton produit est niché, cristallisé puis facile à vendre, plus tu peux, sans effort, quasiment sur le web ou à des salons, le vendre. C'est que produit, ça se market et ça s'exporte bien. Service, c'est plus difficile, mais pas impossible. Donc, avec la RSCDE pour faire de l'innovation et pas assez de moyens pour équilibrer les efforts de commercialisation,
on finit par être des entreprises de services qui ne font pas assez de business ensemble. Parce que ça, c'était mon prochain sujet. Moi, je voudrais qu'il y ait plus d'entreprises en géomatique qui fassent des partenariats ensemble, qui respectent les zones d'expertise. Tu fais ça, on travaille ensemble parce que moi, je fais ça. Oui, il y a du chevauchement, là, mais j'ai déjà lu quelque part que le chevauchement des connaissances permet le dialogue. En fait, ça prend un minimum de chevauchement pour qu'on se parle. S'il y en a trop de chevauchement, on va s'haïr. Puis s'il n'y en a pas, on ne se comprendra pas. Ouais, ça fait du sens. C'est que le minimum de chevauchement permet, tu sais, les discussions. C'est que ça prend plus de partenariats. Puis plus tu es partenaire, plus tu te cristallises, puis tu te spécialises, puis plus tu te cristallises, plus tu te spécialises, plus tu peux te marketer, puis tu peux t'exporter. Fait que dans le fond, tu trouves que les entreprises ici... Ça ressemble beaucoup. Ouais, OK. Mais du fait justement qu'il y ait ce chevauchement-là, nous, on n'en tire pas avantage dans le sens que moi, je fais un peu ce que Charles il fait, on va dire, c'est juste un exemple, ce que Charles fait que je vais être trop orgueilleux d'appeler Charles pour me dire, regarde, t'es meilleur que moi, fais-le, puis tu sais, on va partager, on va couper le pain ensemble, on va le partager. C'est ça? Ben, c'est ça, mais tu le fais une fois, puis t'espères que ça s'est bien passé, puis tu as un retour d'ascenseur. Tu sais, tu te fais pas avoir plusieurs fois. En fait, faire des affaires, c'est comme quand tu invites des amis à dîner ou à souper. Dans ta tête, tu sais déjà le cheap qui va amener une bouteille de vin qu'il va boire juste pour lui, celui qui va en amener 2 ou 3 pour t'en laisser une. Tu sais, mais c'est ça, c'est tes amis pareil, mais donc c'est la même chose en affaires. Il faut que tu vois comment quelqu'un va être assez clever pour être business puis t'amener dans des opportunités pour que tes forces maximisent les siennes et vice-versa. Puis je sais qu'on va parler de ce genre de choses-là tout le temps puis toujours. Puis moi, je pense que c'est une de mes forces. Je mets du monde en contact. Je veux quand même ouvrir une parenthèse sur l'histoire de apôtre ou archevêque ou confesseur. J'étais dans un appel où il y avait 4 visages, le mien puis 3 compagnies. Puis dans la conversation, les 3 compagnies ont compris que c'était mes 3 clients, que je les connaissais hyper bien. Puis il y en a un de ceux-là qui a dit, super drôle, il dit, toi, Vaillancourt, esti, t'es le confesseur de la géomatique au Québec, t'entends tout le monde. Confesseur? Confession. Confesseur. Ah, ouais, en fait, j'entends les confessions ou les... Moi, mon travail dans ma tête, c'est de compartimenter, de rien révéler ou de mélanger mes sujets. Mais j'ai toujours conscience ou un intérêt de mettre en relation ou en business les gens qui devraient se compléter plutôt que pas se comprendre ou se compétitionner. OK. Je souligne une très grande maturité d'une fille comme Geneviève Grenier de GeoSelect, là, qui est nouvelle en géomatique, mais son père était pas nouveau, puis elle est pas nouvelle en affaires en général, elle est très bonne parce que elle a une attitude d'ouverture, elle est bonne en partenariat, elle valorise ses partenaires, elle valorise le contenu des autres, super entrepreneur, super attitude. Puis ça, cette fraîcheur-là, cette nouveauté-là... Elle parle beaucoup aussi de son équipe. Oui, exact. C'est un autre point que c'était une super belle entrevue. Geneviève, allez écouter ça. Absolument. Puis il y a eu un unboxing. Puis tout ça, dans Geneviève, c'est quelqu'un de rafraîchissant dans la communauté. Puis... donc, c'est ça. Puis Maude, une autre personne que j'aime beaucoup, qui a vraiment, là, de façon bicéphale, dit non, MVT Géosolutions, c'est du service. Puis Balco, c'est un spin-off manufacturier. Puis je fais un lien, parce que tu l'as nommé tantôt en disant Balco, je sais pas si elle a du succès quand elle va dans d'autres shows. Elle va pas promouvoir MVT Géosolutions pour dire au port de Philadelphie qu'elle va voler son coin. Elle n'a pas d'affaires là. Elle est en train de dire qu'elle a de l'instrumentation pour les gens de service dans ce coin-là qui pourraient peut-être plus swapper des modules puis scanner à différents prix, différents territoires. Ça fait que c'est beau, ça, cette séparation-là puis ce focus-là. Moi, je te ramènerais sur ma question initiale qui était sur ça ressemble à quoi le marché de la géomatique actuellement? Puis on dirait que je pense que j'ai une série de questions courtes là, que j'aimerais avoir des réponses. Il nous reste 5 minutes. On va exploser un peu. Mais est-ce que le marché de la géomatique, c'est en expansion? Oui, le marché de la géomatique va super bien. Moi, je crois que les gens qui vendent du géo to géo, ABTech, Cancel,
des super développeurs de logiciels ou revendeurs de logiciels comme Consortec qui font un bon travail pour Safe, K2 Géospatial qui a fait sa marque puis qui a fait sa trace avec JMap. C'est des commerçants, c'est pas juste des développeurs, c'est des commerçants, ils vendent de la marchandise. Bravo à Carto Vista, à Danny que vous avez rencontré aussi puis que je connais bien puis que j'apprécie puis ce qu'il fait, c'est toujours sa coche. J'ai dit, c'est quasiment trop beau. C'est émouvant tellement c'est beau. Puis son nouveau logiciel, il est hot. J'ai eu un aperçu de ce qu'il va lancer. C'est que bravo à nos pionniers de la géomatique qui tiennent le coup, qui vendent des produits, qui ont su focusser. Puis aujourd'hui, je te dirais que K2 Géospatial, Carto Vista, 2 belles entreprises qui ont réussi à focusser produits. MapGears qui a fait un incroyable virage de service à produit. Bravo Daniel Morissette de MapGears. MapGears, écoute, c'était l'horloger, l'expert en service conseil pour fine-tuner MapServer. Daniel Morissette est connu incroyablement dans la communauté MapServer. On a eu des conversations. Je dis pas que c'est pas ça que je dis, mais ça faisait longtemps que je disais qu'il était trop gentil à être un horloger pour d'autres choses qui devraient penser à lui puis se plateformiser et se produiser. Peu importe. Il y a une super offre pour les motoneigistes, il y a une super offre pour le nettoyage de rue, puis il y a une plateforme générique qui s'appelle Et voilà. Mais tout ça pour dire bravo MapGears. J'aurais le goût de féliciter ou nommer tous les joueurs. Puis je vais donner quand même un petit 10 secondes à Corem. Quand j'étais là, on a eu des millions de financements pour un produit qui avait un affreux nom, puis ils ont changé le nom après, puis ils ont bien fait. Sauf que Corem et Sébastien Vachon ont vu que l'innovation, c'est une chose, le développement et l'innovation. Puis d'après moi, dans sa comptabilité, il a vu que le service conseil et la revente de produits d'autres compagnies, le profit est assez payant ou intéressant pour dire je ne l'ai pas développé, mais j'ai une récompense. Et en plus, je l'intègre. C'est que je suis payé 2 fois bien. C'est que Corem est un commerçant intégrateur, puis c'est à peu près le seul, là. On pourrait dire que Consortec l'est avec Safe Software, mais Corem l'est à une autre échelle en ayant autant de partenaires, autant d'employés. Puis je dis souvent que je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de Corem au Québec. Effigie, c'est un bel exemple. Ils ont leur outil de saisie de données ou d'inventaire sur le terrain. Puis c'est des experts en revente d'imagerie satellitaire. Bravo Effigie, c'est une autre belle compagnie d'une bonne taille. Puis il y a les intégrateurs développeurs, les Fujitsu, DMR de ce monde. Eux, on les connaît pour vendre du temps, hein, systématiquement, du conseil, du temps. C'est que moi, j'ai des réflexes quand je vois du monde. Dans ma tête, j'ai des matrices, puis je place le monde. Moi, je juge le monde, pas juger. Je classe le monde. Je veux dire, je classe les entreprises, les focus, les... Une bonne cartographie de l'écosystème, en fait. Puis... j'ai quasiment le goût de parler de l'écosystème pour dire que vous en faites partie. J'espère que vous le savez par rapport au rayonnement puis aux médias de l'écosystème. L'associatif, l'OAGQ en fait partie. Puis j'ai un projet qu'un jour j'espère pouvoir parler. Là, c'est un projet que j'ai mis dans la tête d'un client parce que je trouve qu'il serait un meilleur porteur que moi, parce que moi, ça va être trop. Là. Si je porte ce projet-là, ça va être trop. Mais c'est vraiment pour l'écosystème. On parle d'études, de benchmarking, d'inventaire industriel pour dire quel poids on a, quelle visibilité on a. Donc, puis il y a besoin de main-d'œuvre puis de relève. Écoute, on pourrait peut-être, j'espère, un jour se revoir aux 6 mois ou à l'année, mais il y a plein de projets verticaux qu'on pourrait creuser. Je ne sais pas si vous avez une dernière question ou des questions. Là. Je sais juste qu'on est... Ouais, puis on ouvre la porte à beaucoup de questions. On drette là. Mais moi, en fait, la question qui me brûle les lèvres, là, puis 2023, il y a, supposons, t'es un entrepreneur en géomatique. Y a-tu des shiny objects qui valent la peine de suivre? Puis y a-tu des marchés, en fait, y a-tu des marchés qui valent la peine d'être explorés? C'est une bonne question, mais je ferai des liens avec l'actualité, les changements climatiques, les grands programmes, les grands budgets. Puis il y a un alignement des étoiles important autour des risques liés aux inondations. Là. Puis le gouvernement, les bassins versants, les communautés urbaines, tout le monde y travaille. Puis en y travaillant, se rend compte que plein de couches d'informations qui devraient être mises à jour. Ça fait que
je t'ai entendu parler dans d'autres circonstances de l'eau. Puis moi, je trouve que l'eau, là, c'est un mot, c'est un terme, c'est un vertical super noble qui pourrait, exemple, te permettre d'aller loin en verticalisation. Je conseille effectivement de garder une horizontalité au cas où ta verticalisation ne marche pas. Là, tu peux replonger ailleurs. Là. Mais c'était une de mes slides à ma présentation, est un T majuscule, horizontalement générique puis verticalement expert. Parce que quelqu'un qui a de la largeur, pas de profondeur, il est tannant, c'est un petit Joe connaissant. Puis quelqu'un qui a juste de la profondeur mais pas de largeur, il est obsédé, il parle juste de son sujet, là, le pergélisol ou quelque chose. Là. Fait qu'il faut être un peu les deux. Mais tout ça pour dire que je me rappelle même plus. Ta question. S'il y a un shiny object ou un marché à poursuivre. Tout ce qui est une chose qu'il faut aussi comprendre, je parlais de Géo to Géo tantôt, puis de Géo to X. Il faut trouver son Géo to X. Hein? Son offre Géo, il faut l'appliquer à un vertical. Puis ce qui est sûr, c'est que les géomaticiens sont gentils, sont astucieux, ils ont des budgets, puis c'est des collègues, puis ils nous achètent des choses, mais l'argent n'est pas là. L'argent n'est pas entre les mains des géomaticiens. Retenez ça. C'est que tu peux pas spinner en rond en Géo to Géo. Sauf si t'es Cancel ou ABTech, parce que c'est eux autres qui achètent ton appareillage. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut que tu trouves ton X ou TX, hein, ta verticalisation, parce que l'argent est dans les infrastructures, dans les changements climatiques liés à l'urbanisation, au changement des berges, au risque d'inondation, aux assurances qui ne veulent plus payer, au gouvernement du Québec qui vont faire reculer des maisons, qui veulent savoir c'est quoi la hauteur de premier plancher. Il se fait plein de choses autour du 2D, 3D, cartographie. Puis c'est lié au risque, c'est lié au changement contemporain, population, urbanisation. Ça fait y a-tu des shiny objects? Je vous dirais, c'est beaucoup plus simple que vous pensez. C'est beaucoup moins technologique que vous pensez, mais c'est dans un marché qui demande pas mieux que de se faire raconter l'histoire dans le bon sens. C'est super intéressant ce que tu viens de dire là. Puis moi, ça me rappelle des trucs que j'ai vus en data science, qui est la chose la plus importante, c'est ta question. Fait que ce que tu me dis là, ton T, là, c'est de dire, ouais, mais à quoi tu réponds, là? À quoi tu réponds? Puis dans le fond, tu sais, c'est ça qu'on fait en géomatique. On a du data, on le traite, on répond à des questions. Ouais. Mais moi, je suis rendu un X tout géo. Ma clientèle est la géomatique. Je l'aime, j'essaie de l'aider. Je suis pas X2X. Quelqu'un m'appellerait en dirait j'ai un système manufacturier, j'aimerais le plateformétiser, puis il y a une stratégie numérique, tu vas-tu m'aider? Non, ça m'intéresse pas. J'ai trop de plaisir, puis de clientèle, puis d'occupation dans le géospatial, puis je pense que ça me rend chirurgicalement intéressant au cas par cas. Eh bien, merci beaucoup, Luc. C'était super intéressant. Ça a donné un bon aperçu de, je pense, de l'écosystème géomatique en 2022. Des bons conseils aussi. Oui, tout à fait. Puis, on va souhaiter à tout l'écosystème géomatique une super bonne année 2023. Oui. On va espérer que ça continue de se développer. Il y a du travail, de l'effervescence. Tout le monde est occupé. Il faut juste choisir dans le bon ordre les priorités, mais beau métier, bel avenir. Ben, tout à fait. Puis nous, aux côtés du spot, on va prendre une petite pause pour le temps des fêtes. On va être de retour en 2023. Et avec d'autres sujets là, et d'autres invités vraiment, vraiment cool. J'en connais un très, très Donc, Jonathan, est-ce que tu veux faire tes remerciements habituels? Oui, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis. Ça fait quand même un an, apparemment, qu'on roule le spot. Puis, en tout cas, on est très fiers là, du chemin qu'on a parcouru, de tous les gens qu'on a rencontrés, que ce soit les gens qui nous écoutent ou que ce soit les gens qui viennent parler au podcast. Ça fait chaud au cœur là, d'avoir des commentaires. Vous pouvez nous écrire n'importe quand sur LinkedIn, Facebook, Instagram, que ce soit pour nous donner du support, que ce soit aussi pour parce que vous êtes intéressé de venir au podcast. Si vous avez un sujet qui peut toucher n'importe quoi qui est géospatial, que ce soit que vous soyez une biologiste ou urbaniste, architecte qui
qui travaillait avec des données intéressantes. Charles adore la programmation. Venez nous parler de programmation dans d'autres domaines. On veut savoir. Exact. Hein? Non, pour vrai, venez nous parler de changement climatique. Oui, tout à fait. On vient juste d'en parler, changement climatique, ça va façonner l'avenir. L'observation de la Terre, l'imagerie, les satellites, on a tellement à apprendre, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait que c'est ça, suivez-nous sur si vous êtes dans votre voiture puis vous voulez vous instruire ou vous voulez nous écouter, c'est sur Spotify, on est là. Puis c'est ça, salut à toute la francophonie. Voilà. Eh bien, merci bien. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes et bonne année. À l'année prochaine. Bye bye.